Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va toujours continuer avec le cours sur les champignons. Les champignons sont des êtres eucaryotes hétérotrophes, unicellulaires ou filamenteux, sans organisation tissulaire et qui peuvent se reproduire soit sexuellement, soit de façon asexuée. Les champignons les plus simples sont les levures, qui sont unicellulaires et peuvent être regroupés selon leur mode de reproduction en levures vraies, issues d'une reproduction sexuée, et levures imparfaites, issues d'une reproduction asexuée. Les autres champignons pluricellulaires sont, pour la plupart, filamenteux. Rappel sur la biologie de la levure, donc les généralités. La levure, être vivant simple au fonctionnement comparable à celui des cellules humaines, est un objet d'étude historique de la recherche fondamentale qui permet de comprendre les phénomènes cellulaires et génétiques. Il s'avère un modèle représentatif de l'ensemble des eucaryotes. Donc, schéma d'une cellule de levure, comme on voit bien, comme chez les prokaryotes. Donc, on va avoir une paroi cellulaire, on va avoir aussi une membrane plasmique, bien sûr, et on va avoir à l'intérieur un noyau dans une membrane nucléaire. C'est pour ça que ces deux êtres eucaryotes. Donc, l'ADN nucléaire est indépendant, bien sûr, et à l'intérieur du noyau indépendant du cytoplasme. Donc, voilà le cytoplasme, réticulum endoplasmique, les ribosomes, mitochondries, etc., comme une cellule eucaryotes. La levure de boulanger, qui est le modèle, l'exemple de la levure, est prise toujours comme modèle, c'est la Saccharomyces cerevisiae. Et le membre le plus célèbre de la grande famille des levures. Elle est utilisée dans l'alimentation humaine, mais également dans les laboratoires, puisqu'elle figure d'un modèle eucaryote idéal. Donc, l'utilisation de la levure, on peut bien sûr l'utiliser dans les fromages, les bières, les antibiotiques, découvert de la pénicilline aussi, des pains. Alors, on sait très bien que les besoins nutritionnels de la levure sont l'eau, une source de carbone, l'oxygène, une source d'azote, les vitamines et aussi les oligo-éléments. La mise en culture, donc il y a toujours des conditions d'hygiène et de sécurité lorsqu'on manipule les levures. Donc on doit veiller à ne pas contaminer le gène nutritif sur lequel on va les déposer avec des micro-organismes de l'environnement. Donc il faut éviter bien sûr la contamination de la peau, des cheveux, de la salive, de l'air, de l'eau et des outils. Aussi, on doit respecter certaines règles d'hygiène, de sécurité avant et pendant, après la mise en culture. Donc, bien sûr, il faut toujours protéger les vêtements à l'aide d'une blouse et nouer les cheveux s'ils sont longs. Et aussi laver soigneusement les mains avec des antiseptiques, les laisser les sécher. Il faut désinfecter toujours le plan de travail avec un chiffon imbibé d'eau de javel et aussi placer le bac benzène au centre du plan de travail et allumer-le sans que sa flamme dépasse 10 cm pour permettre l'asepsie de l'air. Donc tout ça, c'est les conditions d'asepsie. Donc, on dispose d'une zone stérile délimitée par un cercle d'une vingtaine de centimètres. Donc, le diamètre doit être de 20 centimètres et autour du bec benzène, le matériel qu'on doit utiliser doit toujours être dans cette zone aseptique. Un tube contenant la suspension de levure, une boîte de pétri contenant le gel nutritif et une os ensemencement pour ensemencer, placé dans un fer à pied contenant. Pendant la mise en culture, donc il faut laisser toujours le matériel dans le rayon de 20 cm. Ne touchez pas la partie de l'os qui sera en contact direct avec les levures et ne posez jamais l'os directement sur la table. Il ne faut jamais ouvrir le tube contenant les levures et la boîte de pétri que dans un environnement situé à 10 cm de la flamme et évitez de bouger brusquement et de parler pour ne pas projeter les micro-organismes. Évitez les courants d'air, donc il faut fermer les fenêtres et jamais porter la main à la bouche. Après la mise en culture, donc il faut éteindre le bec benzène, déposer le tube vide qui contient la suspension de levure sur le plateau prévu à cet effet à l'endroit indiqué par ton professeur. Il faut disposer le bec benzène et le verre à pied contenant l'os sur le côté du plan de travail de telle sorte que on puisse toujours le désinfecter avec un chiffon, bien sûr toujours imbibé d'eau de javel.
Maintenant, on va passer au génome de la levure. Le noyau contient, le génome celui-ci est réparti sur chromosomes selon la forme haploïde ou diploïde de la cellule et contient des centromères, des télomères et bien sûr plus simples que ceux des eucaryotes supérieurs. Il existe aussi des gènes de structure à information continue comme chez les bactéries et des gènes à information discontinue. Donc on peut trouver les intrants ainsi que les exons comme chez les organismes supérieurs. Par ailleurs, les gènes de régulation sont spécifiques des levures. Transcriptome de levure. La levure possède une machinerie de transcription complexe des eucaryotes supérieurs avec 3 ARN polymérases, dont chacun interagit avec plusieurs protéines qu'on appelle les facteurs de transcription. Donc, les composants de la machinerie de transcription par l'ARN polymérase 3, le promoteur, l'ARN polymérase 3, les facteurs de transcription des gènes de classe 3. La structure du promoteur de gènes transcrits détermine les facteurs de transcription. Les promoteurs des transcrits par l'ARN polymérase 3 ont une structure discontinue et peuvent être regroupés dans 3 catégories distinctes. Donc voilà un schéma qui montre la structure de l'ARN polymérase 3 comparée à l'ARN polymérase 2. Les facteurs de transcription des gènes de classe 3 sont les facteurs TF3A, TF3B et TF3C. Concernant le protéome de la levure, c'est l'ensemble des protéines qui exprimées dans la cellule. La traduction est un processus permettant la synthèse du gène polypeptidique. Donc, on ne va pas répéter pour les levures puisque c'est des êtres eucaryotes. Donc, la traduction va être la même que celle des eucaryotes supérieurs. Pour l'ARN ribosomique, on va donner un petit tableau qui compare les ribosomes prokaryotes d'Escherichia coli avec la Saccharomyces. Donc, par exemple, concernant l'ARN ribosomique, la grande sous-unité, elle est de 50 S. Par contre, la petite 30, comparée à celle de Saccharomyces 60-40, donc elle est plus grande. La taille aussi, elle est plus grande, comparée de 2,9 à 1,5. Le nombre d'ARN, bien sûr, il est supérieur. Donc, vous avez 3 et 1 par rapport à 2, 1 comparé à Escherichia coli. Le nombre de protéines, donc il y a 34 protéines produites et 21. Et par contre, chez les Saccharomyces, on a 46 vs 32. Maintenant, parlons des mutations des tétrades. Donc, on va donner une petite généralité. La génétique de la levure est basée sur la possibilité de croiser 2 souches haploïdes portant des mutations différentes pour former une souche diploïde. Le diploïde peut alors être induit à sporuler pour former une tétrade. Ces croisements sont utilisés pour analyser les relations génétiques entre différentes mutations. Donc, on voit bien une image qui montre des cellules qui présentent donc un certain niveau de spécialisation pour la conjugaison cellules haploïdes ou pour la méiose et la sporulation cellules diploïdes. Voilà, la première lignée, c'est la prolifération des haploïdes par bourgeonnement. La deuxième, c'est la fusion de cellules cellulaires et nucléaires donc pour formation d'un zygote. Et après, le zygote, il peut aussi bourgeonner par une voie asexuée. Donc, là, le bourgeonnement peut descendre d'une cellule haploïde comme il peut descendre d'une cellule diploïde. On va commencer par le cycle cellulaire de Saccharomyces. Donc, en présence de quantités suffisantes de nutriments, les cellules de Saccharomyces entrent en croissance végétative. Les cellules haploïdes et diploïdes se divisent alors par reproduction asexuée. Chez cette souche, cette reproduction asexuée s'effectue par bourgeonnement, comme on voit bien sur la figure. Le cycle cellulaire débute par l'apparition d'un bourgeon à la fin de la phase S. Donc là, on voit bien l'apparition du bourgeon qui croît tout au long de la phase S en même temps que l'ADN de la cellule mère qui se réplique et atteint sa dimension finale lorsque la cellule est prête à entrer en mitose, la phase M. La deuxième concerne la reproduction sexuée chez Saccharomyces. Donc, on voit bien que des cellules haploïdes vont fusionner et donner un zygote
donc une cellule diploïde, A alpha. Après, on a formation des spores, donc à l'intérieur d'un asque, donc c'est des ascospores. Après, on aura rupture de l'asque, d'accord? Donc on aura des cellules diploïdes et même ces cellules vont faire, bien sûr, vont bourgeonner. Donc chaque cellule va avoir un bourgeon et donner naissance à une autre cellule. On peut résumer, bien sûr, un cycle haplodiploïde. Donc là, c'est la cellule haploïde qui bourgeonne. Donc on peut avoir donc cette image, bien sûr, cette première image, première partie de l'image va concerner la reproduction asexuée. Et là, la cellule qui est haploïde, elle peut fusionner, bien sûr, avec une autre cellule et donner une cellule diploïde. Et cette cellule diploïde aussi, elle peut passer au bourgeonnement. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Je vous remercie pour votre attention.